Bienvenue à toutes et tous dans ce bel amphithéâtre que nous met à disposition Neoma Business School pour cette journée internationale de la démocratie en ce 15 septembre. Et pour ouvrir ces rencontres, Madame Klein, je vous invite à rejoindre le pupitre. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Même si on n'est pas très nombreux. Alors, nous sommes donc invités à échanger autour de cette journée internationale de la démocratie. Alors, je voudrais expliquer un petit peu pourquoi on se retrouve là. Et donc, notre communauté d'agglomération, qui s'appelle la CREA actuellement, qui va devenir métropole, a tenu à mettre en place un partenariat avec la Fédération française des clubs UNESCO. C'est une démarche qui vise à mettre en valeur plusieurs journées internationales. Et ainsi, donc, nous avons la journée de la démocratie qui est le 15 septembre, date qui finalement a du mal à mobiliser, on s'en aperçoit là tout de suite. Donc, je vous donne les dates suivantes. Il y a donc une journée de la tolérance, qui tolérance qui sous-entend forcément prévention des discriminations, qui est une journée le 6 novembre. Ensuite, il y a une journée internationale des personnes handicapées qui est le 3 décembre. Journée internationale des droits des femmes, celle-là elle est un petit peu plus connue, c'est le 8 mars. Journée mondiale de l'eau, le 22 mars. Journée internationale de la liberté de la presse, le 3 mai. Et puis le 5 juin, journée internationale de l'environnement. Et c'est donc cette idée qui est intitulée « Les chemins de la citoyenneté ». Ben oui, en fait, il s'agit de créer des lieux, créer des moments de partage d'expériences, d'échange d'idées, valoriser des actions menées, des projets en cours, et puis avoir des analyses, des réflexions pour progresser ensemble, que l'on soit citoyen, que l'on soit du monde associatif, qu'on soit du monde de l'entreprise, des organisations syndicales, des différents services, des élus. Moi, je souhaite remercier ceux et celles qui ont préparé notre rendez-vous de ce soir. Saluer ainsi Isadora Guerra, qui est assise là devant, qui a été très active pour assurer notre soirée. Alors, notre sujet, la démocratie. Quel sujet à débat? Quand on la regarde de près, à l'échelle locale, qu'on la regarde à l'international, au fil de l'actualité, on voit bien que c'est une valeur à défendre. Il n'y a rien d'étonnant à cela. Nous sommes en pleine crise économique, sociale, mais aussi environnementale. La crise politique s'approfondit, avec la méfiance vis-à-vis des gouvernants, des partis politiques, une abstention massive, des replis identitaires et des votes d'extrême droite. Il est indispensable de remettre à l'endroit les lois, ces choix qui créent de l'injustice, des inégalités. Je vous propose une image pour faire rentrer à plein poumon la démocratie. Nous avons besoin d'un souffle. Le souffle du partage de décisions. Ce soir, nous avons décidé d'aborder un aspect important à ce mécanisme respiratoire. C'est celui de l'accès à l'information, aux nouvelles formes d'expression, d'exercice du pouvoir. La démocratie, c'est bel et bien l'affaire du citoyen. Nous aurons donc 2 tables rondes. Internet permet-il de nouvelles formes d'exercice démocratique? Et démocratie et participation citoyenne. Je pense que vous allez avoir le nom des prédés. Je pense que
Rebecca va nous faire ça beaucoup mieux que moi. Donc je vous souhaite une bonne soirée et surtout de bons échanges. Merci beaucoup Hélène Klein. Vous avez dressé le portrait de cette démocratie. Vous avez parlé d'abstention, de montée des votes extrêmes, et c'est vrai qu'en ce début du XXIe siècle, la question démocratique, elle est partout dans le débat, que ce soit en France, sur les 5 continents finalement. On peut penser aux printemps arabes, au mouvement des indignés, au mouvement Occupy qui a occupé justement de grandes capitales occidentales il y a de cela quelques mois. La remise en cause du système électif représentatif, dernièrement dans les médias, notamment avec la voix de Étienne Chouard, c'est un sujet dont on a largement entendu parler. Et en parallèle, il se passe beaucoup de choses. Des mouvements alternatifs voient le jour, autour de l'économie du partage, les mobilisations citoyennes autour de pétitions en ligne notamment, et en parallèle des débats autour de la neutralité de cet espace d'échange, de débat qu'est Internet, le mouvement aussi Open Data pour pousser les collectivités à libérer les données pour que les citoyens puissent se les réapproprier. Donc on assiste à un double mouvement, à la fois de défiance par rapport aux institutions démocratiques telles qu'elles existent, et puis finalement aussi une nouvelle appétence pour la chose publique, pour la res publica. Donc je vous propose, on est dans un format très convivial, les meilleurs sont là forcément, donc évidemment tout l'intérêt c'est que vous puissiez interagir avec les intervenants, poser vos questions, et donc nous avons 2 heures devant nous pour engager cette conversation à l'occasion de cette journée internationale de la démocratie. Alors pour cette première table ronde, j'ai avec moi 4 intervenants, donc Denis Pansu, de la Fondation Internet Nouvelle Génération, bonjour, et vous êtes porteur du programme Innovation démocratique, donc démocratique TIC à la fin. Ensuite Raphaël Berland, bonsoir, vous êtes cofondateur du collectif du Cercle des Volontaires, donc on va en parler, vous nous expliquerez ce dont il s'agit. Blandine Sillard, bonjour, donc oui, bonsoir, coordinatrice du projet Démocratie durable de l'association Anciela. Et puis Pascal Flichy, Patrice Flichy, professeur-chercheur au laboratoire technique, territoire et société, spécialiste des sciences sociales et de l'innovation. Donc je vous invite, vous avez les micros devant vous, et pour démarrer nos échanges, plongeons-nous sur la toile Internet, ce vaste espace. J'aimerais que vous puissiez nous dire qu'est-ce qui caractérise selon vous cet espace Internet en lien avec les enjeux de démocratie. Alors Raphaël Berland, je voudrais commencer avec vous. Donc, bonsoir tout le monde. Donc le Cercle des Volontaires, dites-nous quelques mots. Brièvement, quelques secondes. Le Cercle des Volontaires, c'est une initiative que j'ai lancée avec 2 autres citoyens qui ont à peu près mon âge, il y a 2 ans et demi. En fait, on avait participé au mouvement des indignés, et puis on avait été un petit peu déçus des réalisations concrètes de ce mouvement. C'est-à-dire qu'il y avait, c'est vrai, effectivement beaucoup de gens qui se sont réunis, mais les objectifs étaient peu clairs en fait. Il y avait beaucoup effectivement, les indignés, ça se dit bien qu'on n'est pas content avec le système, mais ça ne dit pas vers quoi on tend. Donc on a voulu faire un truc beaucoup plus petit, et au moins on savait à l'avance qu'on serait à peu près d'accord, quoique à 3, c'est pas toujours facile de se mettre d'accord. Et donc on a monté un média citoyen, c'est-à-dire un média citoyen alternatif. Qu'est-ce que ça veut dire? On écrit des articles, on réalise des vidéos sur tout un type de sujet. Ça peut être l'actualité, ça peut être géopolitique, économique, mais ça peut être également des thèmes liés à la religion, à la spiritualité, ou à l'art, à la musique, au rire. Voilà, donc aujourd'hui on est 70 collaborateurs, contributeurs, on est tous bénévoles, on est tous francophones, c'est ce qui nous relie en fait, c'est notre francophonie et puis notre ouverture d'esprit. Il y a des gens aussi bien de gauche, de droite, des gens qui ne sont pas du tout affiliés à aucun parti politique, qui sont plus dans l'écologie mais apolitiques. Et donc on essaie de se situer au-delà de tous les clivages, c'est-à-dire que voilà, que ce soit des clivages religieux, des clivages sociaux, etc., etc. Donc on essaie, notre devise, c'est ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. On considère que la société française connaît des grosses turbulences en ce moment. Le savoir vivre ensemble est mis à mal. Et donc nous on essaie de créer du dialogue, créer du débat, et également une des tâches qu'on s'est assignées, c'est de la réinformation. C'est très important, c'est parce qu'on considère que les médias mainstream désinforment sur un certain nombre de sujets pour différentes raisons.
c'est pas du complotisme, c'est juste parce que les médias sont plus indépendants, ils appartiennent tous principalement à 4 groupes, je pourrais nommer, Lagardère, Bolloré, Bouygues Dassault. Donc ils sont dépendants de la publicité, ils sont dépendants de l'audimat, ils sont dépendants de tout un tas de choses qui font qu'ils, sur un certain nombre de sujets, ils ne sont pas libres de... Et puis il y a la contrainte moderne qui fait qu'on a de moins en moins de temps pour faire notre travail, quel que soit notre métier, et les journalistes ne font malheureusement pas exception à la règle. Et donc c'est un problème. Et donc j'ai cité, je vais m'arrêter là, j'ai cité une personne qu'on a interviewée qui s'appelle Olivier Berruyer, que vous connaissez peut-être, qui intervient, je crois, sur un média, je crois que c'est BFM TV, en tout cas c'est un journaliste du PAF. Et donc quand on l'a interviewé, il nous a fait cette réflexion. Si on ne fait pas un peu de kidnapping médiatique pour arriver à parler de certains faits, donc là je fais une petite chante dans la citation, ça en dit long sur l'état de non-démocratie dans lequel on est. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de sujets sur lui-même, il ne peut pas parler à la télé. Il a ouvert un blog qui s'appelle lescrises.fr, et notamment sur l'Ukraine. Il réinforme parce qu'il y a énormément de désinformations sur ce sujet spécifique. Et donc il dit, il y a une jolie phrase de Jean-François Revel qui disait que le problème de la démocratie n'est pas l'opinion publique, mais l'information de l'opinion publique. Voilà. Alors justement, avec le cercle des volontaires, comment... qu'est-ce que vous voulez voir émerger sur le net? Vous utilisez le terme d'agora, justement, je crois que c'est un terme fort pour vous. Oui, alors c'est vrai que en fait, les citoyens souffrent, à mon avis, d'un manque de représentativité dans les médias, que ce soit au niveau de la classe politique ou même parmi les journalistes. C'est un milieu très parisien, on peut dire bobo aussi par certains côtés, enfin bref. Et il y a toute une partie de la France qui ne se reconnaît absolument pas dans le microcosme médiatico-politique parisien. Et c'est vrai qu'on a assez peu de moyens d'expression. Bon, il y avait le café, historiquement on pouvait s'exprimer, le bar PMU. Mais le café, on en reparlera pendant la seconde table ronde. Et les cafés citoyens, effectivement. Et donc, Internet, ça permet effectivement aux gens de s'exprimer. Donc, c'est à la fois un exutoire pour les gens qui en ont vraiment plus que marre. Donc, c'est vrai que des fois, là-dedans, on peut trouver un petit peu tout, mais c'est aussi une caisse de décompensation, en plus d'être une caisse de résonance. Et puis, c'est un endroit effectivement où il y a des cercles de réflexion qui peuvent se former librement. Et ça permet notamment à des personnalités qui ont peu ou pas accès aux médias, d'émerger, des personnalités dans plein de domaines. Donc je vais en citer 3, hein. Pierre Rabhi, François Asselineau et Étienne Chouard, dans des domaines très très différents. Certains ont accès de temps en temps à la télévision, hein, Pierre Rabhi, mais je pense qu'il pourrait être invité aussi souvent que Jacques Attali. Ce ne serait pas du luxe par rapport à ce qu'il apporte au débat. Et puis il y en a d'autres qui sont quasiment blacklistés, comme François Asselineau, qui a pourtant un parti internet qui regroupe des milliers d'adhérents. Il y a, je crois, plus d'adhérents que le NPA, mais il est quasiment blacklisté des grands médias. Et Étienne Chouard, que vous avez cité tout à l'heure, qui avait travaillé au moment du référendum de 2005 sur la Constitution européenne, et qui a travaillé sur plusieurs problématiques comme la création monétaire, et puis sur la problématique de la Constitution, enfin, sur le thème de la Constituante. Donc, je en parlerai peut-être tout à l'heure. Oui, tout à fait. Et alors, dernière question sur le cercle des volontaires, comment se décline-t-il sur les territoires? Je crois qu'à Rouen, il existe le premier maillon du cercle, un maillon. Voilà, qui est dans la salle. Donc, je salue Nicolas Royer, qui fait partie du cercle depuis 2 ans. Donc, puisque notre mouvement existe depuis 2 ans et demi, c'est déjà un ancien. Et donc oui, on a des, comme je disais, c'est francophone, donc il y a des Français de province, de Paris. Je dirais il y a un tiers de volontaires qui sont en région parisienne et à Paris, un tiers en province et un tiers à l'étranger. Donc on a une cellule aussi, quelques personnes qui sont à Bruxelles. Et puis il y a notamment un volontaire en Algérie, au Canada, et puis des expatriés à Madagascar, au Vietnam, dans différents pays. Donc pour vous, Raphaël Berland, Internet, un lieu pour pouvoir redonner une nouvelle information, réinformer, comme vous dites, les citoyens. Alors juste une dernière petite parenthèse, je voudrais juste nuancer ce que je viens de dire, parce que c'est très idyllique. Internet pose un certain nombre de problèmes, j'en cite un justement par rapport à la problématique de l'agora, c'est que sur Internet il y a l'impunité de la calomnie, et ça c'est quand même assez problématique, c'est-à-dire que les anonymes peuvent calomnier des personnalités publiques ou émergentes sans qu'il n'y ait rien derrière, donc c'est très difficile derrière en fait d'obtenir la suppression de la page ou la condamnation de la personne.
Donc de toute façon, on reviendra tout à l'heure aux limites que pose cet outil qu'est Internet. Denis Pansu, j'aimerais pouvoir vous entendre justement sur cette nouvel espace qui est Internet, avec le programme TIC, démocratique. Vous utilisez le support du web, d'Internet, mais avec un travail de médiation. Alors, décrivez-nous le programme démocratique. Alors, d'ailleurs, j'aime élargir le propos. Internet, c'est un canal parmi d'autres, même s'il devient finalement, si tous les canaux convergent vers ces technologies. Mais ce qui est intéressant, c'est que le numérique aujourd'hui, la numérisation de la société, nous permet finalement d'emprunter des chemins beaucoup plus diversifiés, en tout cas jusqu'à maintenant. Et donc, c'est cette liberté-là que nous, on a cherché à approfondir par l'expérimentation dans le cadre d'un programme qu'on avait mené donc sur la région Île-de-France pendant 3 ans. Donc le programme Citoyen en réseau, et on a été amené à travailler avec 3 territoires d'Île-de-France. Et alors ce qui nous intéressait, c'était au-delà des débats sur la participation, c'était vraiment de voir comment on pouvait aller concrètement dans l'action et comment le citoyen pouvait s'approprier justement un espace. Et donc ce qui nous a déjà amené à travailler sur les modes d'expression. Et ce qui est intéressant aujourd'hui par le numérique, je prends un exemple très simple qui était celui des cartes mentales, cartes heuristiques aussi, qui finalement permet de construire un raisonnement de différentes façons, sans obligatoirement maîtriser la langue française, puisque des cartes mentales, on peut les faire avec des images aussi, et là on a pu travailler avec des acteurs qui justement avaient le souci de faire s'exprimer des personnes qui n'avaient pas le même niveau d'instruction, ou qui, voire dans certains cas, n'avaient pas les mots pour le dire. Donc ce qui est intéressant dans cet outillage-là, c'est qu'on a finalement de multiples portes possibles. Donc là, on a travaillé avec le... Alors, je reviendrai sur celui-là après, mais voilà, on a travaillé avec le Forum des jeunes, la jeunesse notamment de Seine-Saint-Denis, et il s'agissait de travailler là, justement en mind mapping le projet du Forum des jeunes et sa transformation. Donc ça, c'était une expérience. Sur le visuel suivant, ce qui nous semblait important aussi, c'était de travailler la relation qu'il peut y avoir entre des citoyens et des collectivités territoriales à partir du moment où les citoyens se sont exprimés. Et en fait, ce que l'on remarque souvent, c'est que quand il y a un événement de participation, là en l'occurrence il s'agissait d'un panel de citoyens sur les problématiques de parité hommes-femmes dans le département du Val-de-Marne, eh bien les citoyens se sont exprimés, et puis cette expression elle rentre dans un processus obscur, et là on commence à se dire qu'est-ce que c'est que cette bureaucratie, etc. Et nous, ce qui nous intéressait, c'était de démystifier cette dimension-là, et par exemple avec une ligne de temps, c'était de montrer très concrètement que cette parole citoyenne, elle suivait un parcours, certes qui pouvait paraître sinueux, mais nécessaire, parce que justement l'institution avait besoin d'interpréter ces propositions et de voir comment les confronter à son organisation, au contexte du territoire. Et donc, que de cette façon, le citoyen puisse avoir une vision claire d'un processus. Ce qu'on va appeler, ce que d'aucuns appelleront la démocratie continue, et moi j'aurais tendance à penser que le numérique permet de faire de la démocratie continue et que c'est peut-être parfois un préalable à la démocratie participative, parce que il y a un précepte dans notre pays qu'on n'est pas censé ignorer la loi, mais finalement on nous donne assez peu de moyens de la connaître.
un événement très récent cet été qui était tout à fait intéressant, hein, c'était sur les déclarations de patrimoine des députés. Eh bien, la commission qui était censée, qui récoltait ces déclarations, avait envoyé des bulletins que les députés ont envoyés de façon manuscrite. Pour vous imaginer le côté archaïque de la démarche, eh bien, Regard Citoyen a mis à disposition une interface qui a permis à tout un chacun de transcrire au clavier ce qui avait été écrit de façon manuscrite, avec un processus très bien construit, et en 3 semaines, eh bien, on était, je sais pas, on a dû être 10 000, 8 000 personnes à avoir fait cette saisie et qui maintenant est dans le domaine public. Donc là, on voit, ce qui est intéressant, c'est que cette organologie, comme dirait Bernard Stiegler, ce matériau numérique nous permet quand même une transformation, une implication du citoyen qui est intéressante. Et puis, troisième expérience sur... alors là, je vais aborder la question de l'hybridation, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup de numérique, mais ce qui nous semble important aussi, c'est comment on hybride du présentiel, du numérique, comment on tisse finalement des liens dynamiques, parce qu'il n'y a pas d'un côté le numérique et de l'autre côté le présentiel. Et puis, on a parfois ce présupposé, c'est qu'il y a des gens qui ont la culture numérique et qui vont être en permanence derrière leur clavier, et puis d'autres qui ne le sont jamais. Et en fait, la réalité, c'est que, ok, il y en a qui ne le sont jamais et qui ont le droit de ne pas y être, mais dans ce cas-là, il faut construire des médiations. Et donc, on avait travaillé justement sur du débat public collectif et qui était retranscrit ensuite dans l'espace numérique. Et pour ça, on avait travaillé différents niveaux de médiation. Que ce soit des pictos qui permettaient sur un scénario, par exemple, on a travaillé en forme de scénario et on avait des pictos qui permettaient de restituer une situation avec des personnages, des actions, des bâtiments. Là, il s'agissait d'un débat concernant la métropole, l'identité métropolitaine du Grand Paris. Et d'autres médiations qui étaient des gens qui synthétisaient ce propos pour que justement il soit compréhensible, vu de loin, et que d'autres personnes à distance puissent aussi réagir par le chat, notamment à ce qui était dit dans des forums physiques. Et donc ça, je pense que c'est important d'avoir ces hybridations, et que, je reviens là-dessus, on peut être très numérique ou pas, mais il y a des moments où même en étant très connecté, on n'a pas envie d'être derrière un écran. Et il faut avoir cette souplesse, voilà. Je terminerai sur... donc voilà, ça c'était la scénographie, où vous voyez, vous avez à la fois du présentiel et puis aussi un dispositif numérique de projection et de restitution en streaming, en multiplex, puisqu'on avait on avait expérimenté trois débats dans 3 communes différentes de France. Voilà. Et le dernier point, c'est là on a travaillé sur une scénographie d'un infolab citoyen. Alors qu'est-ce que c'est qu'un infolab? Eh bien, à la FING, donc la formation intergénération, on a travaillé depuis plusieurs années sur l'open data, c'est-à-dire le partage des données publiques, comment un territoire aujourd'hui peut mettre à disposition de tout un chacun des données sur les transports, sur les services sociaux, sur les bibliothèques, etc. Et puis le travail de l'innovation démocratique, et donc la rencontre entre ces deux chantiers a débouché sur cette maquette d'Infolab, c'est-à-dire comment dans la ville, enfin dans un lieu, finalement, on peut venir s'approprier la question de la donnée, parce que la donnée, que ce soit en effet des statistiques sur les fréquences de transport ou des statistiques sur, par exemple, quand il faut faire le choix, il y a un débat dans la région centre sur est-ce qu'il faut faire du TGV ou des lignes qui coûtent moins cher mais qui règlent mieux le territoire. Bon, ben là, on voit tout de suite l'enjeu des données. Ne pas être uniquement dépendant des données de la SNCF ou de RFF, et avoir ses propres données aussi.
Donc là, ce qui nous intéressait dans cet InfoLab, c'est comment le citoyen peut apprendre ce que c'est que le concept de données. C'est pas simple hein, quand même à appréhender. Donc on avait des ateliers où on travaillait sur les prénoms. Alors, parce que ça, c'est une donnée que vous avez dans toutes les mairies. Mais tout de suite, vous voyez qu'il y a des formats. Donc il faut appréhender ces questions de format. Et comment ces données, après, on peut les utiliser en visualisation, donc ce qu'on appelle la data visualisation, et ce qui va permettre aussi de mettre en débat de façon plus visuelle, finalement, une problématique. Voilà, donc ça, c'est encore InfoLab, c'est un programme qui est en cours et qui implique un certain nombre de territoires en France et aussi en Europe. Alors pour revenir sur TIC, démocratique, c'était un programme sur 3 ans, je crois. Aujourd'hui, qu'est-ce que les acteurs de ce programme en retirent? Autant les citoyens qui se sont impliqués avec de nouveaux outils, de nouveaux processus, mais aussi les collectivités qui ont tenté de travailler autrement la production de politiques publiques. Justement, c'est cette dernière forme qui est peut-être la plus appropriée aujourd'hui. Moi, ce que je retiens, c'est que finalement, il y a beaucoup de formes possibles et qu'on peut pratiquer à une échelle très modeste, mais on n'essaye pas, on n'essaye pas suffisamment. Il y a beaucoup de discours, je trouve, en France, mais il y a moins de pratiques. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le citoyen, finalement, prend l'initiative, et c'est tant mieux, parce qu'en règle générale, quand même, c'est vrai que dans la relation, avec moi, ce que je revois beaucoup, hein, c'est la relation avec les élus est problématique en France aujourd'hui. Il n'y a pas de confiance. C'est-à-dire qu'on prend l'initiative si on n'est pas dans la stratégie de l'élu, c'est problématique. Et d'un autre côté, il y a des initiatives mais qui ne répondent pas toujours aux besoins des citoyens. Donc, aujourd'hui, je pense que cette question de la culture de la donnée, c'est une notion très importante parce que ça ne doit pas devenir une affaire de spécialistes. Et donc, il y a une rencontre qui se fait aujourd'hui, notamment, c'est d'actualité en ce moment, il y a tout un débat sur les biens communs, des réseaux qui se construisent, qui construisent des outils aussi, sur cette notion de biens communs. Et là, je pense qu'il y a un terrain très propice justement pour inventer une nouvelle citoyenneté. Alors justement, Blandine Sillard, vous parlez de citoyenneté active dans le cadre de votre association Anciela. Est-ce que vous pouvez nous dire donc, quel est ce programme démocratie durable au sein de votre association et comment Internet est pour vous un levier d'action? Oui, tout à fait. Alors, du coup, j'ai allumé le micro, donc j'ai pas très bien écouté votre question. Donc, avec votre association Anciela, vous travaillez sur un programme démocratie durable. Vous servez d'Internet comme levier pour une citoyenneté que vous décrivez comme active. Oui. En quoi Internet est un véritable levier et pas uniquement un gadget ou un truc à la mode qui fait bouger les choses? Alors, l'idée de travailler sur la citoyenneté active, c'est de... Enfin, on est parti du principe que être citoyen ne se résumait pas à aller voter à chaque élection et constituait, au-delà de la démocratie représentative et même au-delà de la démocratie participative, être un citoyen actif, c'était prendre part activement à la vie publique et à la vie collective, non pas en répondant à une commande politique qui peut être faite, et en répondant à des questions ou débats qui sont circonscrits et relativement imposés, mais en contribuant en fait à la mise à l'agenda des questions qui nous préoccupent nous-mêmes ou qui préoccupent notre communauté et aux questions qui touchent les enjeux qu'on a nous-mêmes identifiés sur lesquels on veut travailler. Cette citoyenneté active, elle peut s'exercer donc de deux manières. Plutôt ces initiatives qui sont portées par les citoyens actifs peuvent être de deux ordres. Ça peut être des mesures publiques qui, à terme, sont mises en œuvre par des décideurs, mais qui du coup ne relèvent pas de la démocratie participative puisqu'elles répondent à une logique ascendante et qu'elles émanent des citoyens, ou des projets associatifs, collectifs,
qui peuvent être mis en œuvre pour bénéficier à la communauté ou à une communauté de personnes définie plus ou moins. Donc démocratie durable a vocation à travailler sur ces deux aspects-là, en permettant à n'importe quel citoyen qui s'inscrit de publier ses idées de mesures publiques ou de projets collectifs, associatifs. Ça peut être des actions citoyennes aussi qui sont plus ponctuelles. Donc le site leur permet de les publier et de bénéficier des contributions de tous les autres internautes. Des contributions qui peuvent venir alimenter leurs réflexions ou approfondir leurs propositions en travaillant sur les déclinaisons opérationnelles ou en travaillant sur les obstacles qu'il s'agit de contourner. Ça peut être aussi en apportant une critique ou un point de vue, un désaccord, mettons, dont le porteur peut se saisir ou non et travailler sur son idée à partir de ça. Le prérequis de cette citoyenneté active, c'est quelque part le pouvoir d'agir citoyen, au sens où la personne, individuellement ou collectivement, est capable de penser son projet, de construire son projet, de le mettre en œuvre, où la communauté est capable de s'organiser, de se mobiliser pour le porter auprès des personnes qui peuvent le mettre en œuvre quand c'est pas elles-mêmes qui sont concernées. Et c'est là qu'Internet agit, enfin du moins sur démocratie durable, à travers le débat qui a lieu autour de la proposition. La personne qui porte cette idée développe son pouvoir d'agir personnel en développant ses capacités, ses compétences, en développant son sentiment de légitimité aussi, puisqu'il y a un système de soutien et de désaccord qu'on retrouve assez habituellement, mais qui permet du coup à une voix d'être plus forte à plusieurs que toute seule. Et ça permet également du coup de développer le pouvoir d'agir collectif, vu que ça constitue une véritable plateforme où les différents points de vue peuvent se construire un discours commun et aller diffuser et valoriser ce discours dans un contexte où on sait qu'il y a une certaine lutte pour accéder aux supports de publicité et de publicisation. Et Internet permet également d'agir sur un autre point qui est fondamental au développement du pouvoir d'agir, enfin au renforcement du pouvoir d'agir, dont je reviendrai peut-être plus si on évoque les limites par la suite, parce que ça constitue davantage une limite. Mais Internet permet également d'apporter des ressources, alors des ressources informationnelles dont parlait mon voisin, et donc des ressources informationnelles ou intellectuelles, mais même aussi des ressources humaines ou économiques qui permettent aux porteurs de projets de construire et de rendre concret et opérationnel sa proposition. Je poursuivrai peut-être plus tard parce que c'est un point qui pose problème. Voilà, qui est un point que vous soulevez comme étant une difficulté. Alors, une question qu'on peut se poser, c'est que chacun vous portez des initiatives à l'échelle des enjeux démocratiques français peuvent être des gouttes d'eau par rapport à ces enjeux. Comment vous voyez ça? Est-ce que justement Internet, qui est un réseau global qui connecte qui peut connecter toutes ces initiatives, tous ces réseaux, est-ce qu'on reste aujourd'hui à l'échelle de l'expérimental, donc de la goutte d'eau, ou est-ce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train de se déployer grâce à cet outil du web? Alors qui veut peut-être réagir, Monsieur Pansu? Je pense qu'il faut faire un petit flashback et reprendre ce qui s'est passé avec les forums sociaux mondiaux, puisque ça a été quand même la première expérience planétaire de construction d'une parole politique et d'un matériau propositionnel. Et le numérique, là-dessus, a été évidemment un support très important. Pour la petite histoire, il y a un autre aspect qui a favorisé ça, mais c'est une ironie, c'est la dérégulation de l'aviation, puisque tout le monde a pu se retrouver très vite à Porto Alegre grâce au faible prix des avions. Mais je referme cette parenthèse ironique. En tout cas, il y a eu, je pense, un phénomène planétaire qui continue, hein, même s'il est moins visible, moins médiatisé. On le retrouve sur aujourd'hui les questions sur la mobilisation sur le climat. Je pense que là, en ce moment, il y a des mobilisations citoyennes très fortes qui sont en train de, enfin en tout cas j'espère, de se notamment la mienne en décembre 2015 en France. Et donc, et puis cette dimension réticulaire, en effet, qu'Internet a permis,
a construit plein de passerelles. Il y a un phénomène complémentaire, à mon avis, qui est déterminant, c'est aujourd'hui toutes les plateformes de financement participatif. Et ça, on va voir émerger, ça va renforcer cette dynamique-là. Donc cet aspect-là me rendrait plutôt optimiste. J'en profite, vu que vous évoquez ce sujet, parce qu'on avait un intervenant qui finalement n'a pas pu venir, Mathieu Maire-Duposé, qui était le directeur général adjoint de Ulule, et donc pour évoquer justement quel levier pouvait être le financement participatif de projets citoyens. Voilà. Et donc aujourd'hui, eh bien, Ulule, la semaine prochaine, ça commence, c'est en train de sortir, mais il y a une nouvelle plateforme aidée par Ulule, justement par la technologie d'Ulule, qui va être centrée sur justement des problématiques citoyennes et aussi de consommation, qui s'appelle Citizen Case, que vous pouvez retrouver en ligne, citizencase.org, où là, vous allez pouvoir proposer du financement participatif pour promouvoir un mouvement de défense environnementale ou une problématique de consommateurs en lien avec un fournisseur, etc. Donc on voit que ces plateformes de financement participatif qui sont parties sur du projet personnel sont en train d'évoluer vers du projet citoyen. Et donc ça, c'est une brique essentielle. Parce que ces mouvements-là, jusqu'à maintenant, en effet, étaient limités sur le financier. Donc ça, je pense que c'est un point intéressant. Après, il y a d'autres ombres, notamment il y a la question du réseau Internet lui-même. Je veux dire, la question est posée aujourd'hui de savoir si l'Internet va rester un réseau ouvert ou pas, puisqu'il y a de grandes offensives, évidemment, de gros acteurs pour faire l'Internet à 2 vitesses, et ce qui serait vraiment, je pense, un obstacle à cette progression de la démocratie et de l'expression démocratique sur le réseau. Donc ça, c'est pas tranché encore. Mais voilà, moi je vois cet aspect-là, mais je suis certain que Raphaël aura d'autres... Raphaël, oui, vous vouliez aussi réagir? Okay. Je vais essayer d'être concis. Alors, concernant le cercle des volontaires, comme je disais tout à l'heure, on a commencé à 3 et aujourd'hui on est 70. On a fait 5 millions de vues sur YouTube en 2 ans et demi. On a 15 000 abonnés sur notre chaîne. On continue de fonctionner. On a commencé de fonctionner sans argent. C'est-à-dire qu'on a monté une petite association qui est connexe, qui s'appelle les Amis du Cercle des Volontaires, qui permet de temps en temps d'achat de matériel ou ce genre de choses, pour que les volontaires n'aient pas besoin de dépenser de sous. Mais notre fonctionnement est complètement indépendant. Chacun reste responsable personnellement de ce qu'il publie. Ça, c'est important aussi en tant que collectif. On n'a pas de responsabilité commune. Et donc 5 millions de vues aujourd'hui sur YouTube, c'est quand même pas mal. C'est commence à être une très très grosse goutte d'eau. Voilà, alors qu'on était 3 au départ et qu'on était vraiment inconnus au bataillon. Et il y a un autre exemple, l'agence Infolibre, qui s'est créée récemment. Aujourd'hui, ils rivalisent en nombre d'abonnés sur YouTube et en nombre de vues avec l'AFP. Donc oui, on peut faire changer les choses. Et, voilà, effectivement, il y a le financement participatif qui existe pour les initiatives qui ont besoin de financement. Mais il y a aussi des initiatives qui demandent très très peu de financement grâce à Internet. Il y a aussi cet aspect-là. Alors je nuancerai aussi ce que je disais tout à l'heure par rapport à Porto Alegre, etc. J'ai en mémoire l'article récent de Frédéric Lordon là, dans le Monde diplomatique où il expliquait qu'au niveau des luttes, il y a beaucoup d'exemples où en fait, à faire des luttes internationales, finalement il y a une barrière qui est la langue et qui complexifie tout. À Porto Alegre, c'est comme à l'Union européenne, c'est une tour de Babel, il faut des traducteurs dans tous les sens. Et nous qui travaillons un petit peu de manière citoyenne dans l'information, la traduction, c'est un gros, c'est du boulot, c'est beaucoup de problèmes, c'est des problèmes en plus. Alors que s'organiser quand on parle la même langue, c'est beaucoup plus simple. Alors je voudrais me tourner vers vous, Monsieur Flichy, parce que vous avez entendu ces initiatives qui essayent d'utiliser Internet comme levier pour réamorcer des démarches citoyennes et réenchanter quelque part la démocratie. Quel est le regard du chercheur sur ces questions? Comment vous percevez Internet? Est-ce que, avec la question de cette table ronde, Internet permet-il de nouvelles formes d'exercice démocratique? Quel est votre regard? Internet, un véritable levier ou pas? Alors c'est toujours très difficile de répondre à une question comme celle-là. Je dirais Internet offre des opportunités. Je crois qu'il faut bien voir que le monde existait avant Internet. On a tendance à croire que finalement
nous sommes tous nés avec Internet. En ce qui me concerne, ce n'est pas le cas de façon évidente. Et donc, le monde existait bien avant Internet. Je dirais que la crise de la démocratie est effectivement tout à fait indépendante de l'Internet. Donc, Internet offre effectivement des opportunités, d'abord pour le citoyen de s'exprimer, je dirais, en dehors des moments clés d'une démocratie représentative, qui sont le moment des élections. Donc, donner la possibilité aux citoyens de juger ses élus, de s'exprimer sur ce qu'ils font ou ce qu'ils n'ont pas fait, de pouvoir dénoncer un certain nombre de comportements publics. Je dirais que ça, c'est effectivement une des premières fonctions d'Internet. En même temps, je dirais qu'il ne faut pas faire de l'angélisme. Donc, parfois, on avait un peu l'impression, en vous écoutant, que finalement tout ça fonctionnait dans un grand réseau réticulaire mondial, bien entendu, mais beaucoup de sites ne sont regardés que par que quelques personnes. Ils sont dans la 20e page quand vous tapez dans Google. Et je dirais, c'est normal. Il est évident que, vu la complexité du monde du web, tout le monde n'est pas sur la première page de Google. Donc, comment réussir à faire fonctionner, malgré tout, cette démocratie par Internet? Je voudrais insister sur un point qui a été évoqué par plusieurs orateurs, qui me paraît essentiel, qui est la question des procédures. Je veux dire, tout ceci ne fonctionne que parce qu'il y a des dispositifs, des procédures. Ça a été évoqué par Denis Pensu à propos de l'open data, et ça me paraît vraiment essentiel parce que l'open data, comme souvent les modes, ça commence à retomber un tout petit peu, mais c'était, disons, à la mode en 2013, mais simplement quand on observe comment fonctionne l'open data, ça veut dire d'ouvrir des formats de données qui n'ont pas du tout été conçus pour le grand public, qui n'ont pas du tout été conçus pour le citoyen. Denis évoquait les problèmes de transport, les données de la SNCF, elles sont conçues pour la SNCF, et éventuellement pour RFF, mais elles ne sont certainement pas conçues pour vous et pour moi. Et donc, c'est un énorme travail de traduction, mais de traduction aussi en termes informatiques, c'est-à-dire de changer les formats. Donc, s'il n'y a pas un très gros effort qui est réalisé dans ce domaine, et qui se souvent fait beaucoup plus aux États-Unis qu'en France, aux États-Unis, vous avez des grandes fondations qui font ce travail, qui permettent à des journalistes indépendants de pouvoir mener, alors je vais citer un exemple d'une enquête dont on a parlé en Californie, qui ont permis de s'assurer que les municipalités californiennes avaient bien respecté les règles antisismiques pour la construction des écoles. Alors, ce sont évidemment des énormes dossiers, c'est compliqué, des normes antisismiques, c'est compliqué de savoir si elles ont été respectées ou pas, c'est encore plus compliqué d'avoir accès aux données. Eh bien, un vrai travail de data, c'est ça, c'est quand les citoyens, certains ces citoyens, et pour ça il faut quand même trouver un peu d'argent, et aux États-Unis c'est plutôt des fondations qui permettent ça. Donc cet aspect open data est central, mais nous n'oublions pas la question des formats. Je dirais sur la question des procédures, c'est la même chose, c'est-à-dire que l'expression publique, comme ça, peut être la plus belle des choses et la pire des choses. Je veux dire, il y a quand même plein de choses sur Internet qui n'ont strictement aucun intérêt. Donc la question dont se structure le débat public est essentielle. Je voudrais prendre deux exemples qui ont marqué, l'un dans le monde Internet et un en dehors du monde Internet. L'un qui a été un tout petit peu évoqué l'autre jour, tout à l'heure, ça a été la question du débat sur la Constitution européenne, où là, on est dans le cas, mais le cas tout à fait exceptionnel, où effectivement, un débat citoyen, incontestablement, a joué un rôle politique central. Il fait que on s'est aperçu du décalage qu'il y avait entre l'opinion des citoyens et l'opinion des élites, qu'elles soient de droite, de gauche et de l'ensemble des médias. Et effectivement, Internet a permis cette expression citoyenne.
peut regretter ou pas le résultat, mais en tout cas, ça a permis cette expression citoyenne. L'autre cas qui insiste beaucoup sur les procédures, ce sont des dispositifs qui viennent plutôt des pays nordiques qu'on appelle les conférences de consensus, qui ne nécessitent pas forcément Internet, mais dont je crois donc l'idée par rapport à notre thème de la démocratie participative ou de la démocratie citoyenne, c'est cette idée qui me paraît, je crois, très forte, que sur des choses extrêmement complexes, finalement, les élus n'ont pas plus de compétences que les citoyens ordinaires. Que finalement, pour trancher, pour savoir est-ce qu'il faut interdire ou pas les OGM, est-ce qu'il faut arrêter ou pas le nucléaire, nous, citoyens, nous ne pouvons pas nous en remettre à nos élus. Parce que finalement, les élus, comment ça va se passer? Eh bien, ils vont trancher très probablement en fonction de la décision qu'aura pris leur parti politique pour appuyer une politique ou l'autre. Et donc, l'idée des conférences de consensus, c'est de dire on peut regrouper un certain nombre de citoyens qui vont étudier la question. Et je dirais que c'est cette procédure d'étude de la question qui est vraiment intéressante, c'est-à-dire qu'on fait venir... D'abord, on essaye de créer un panel de citoyens, non pas complètement représentatif, mais disons réellement diversifié. On fait venir un certain nombre d'experts, et on ne demande pas à ces citoyens de choisir une politique, mais d'élaborer plusieurs politiques qui font sens, et qui peuvent être effectivement, éventuellement opposées. Mais l'idée de faire travailler vraiment les citoyens, et ensuite que toute cette phase d'élaboration, qui de moins en moins a le temps d'être prise dans les assemblées, est incontestablement une réussite intéressante. Et on voit bien que là, pour Internet peut aider, mais ce n'est pas indispensable, on peut réunir des gens dans une salle. Alors justement, sur ce levier comme Internet, on voit bien qu'on essaye de l'utiliser pour remobiliser, favoriser une expression citoyenne. On a évoqué quelques limites, mais finalement, par rapport à ce que me disait Madame Klein en introduction, au constat sur la défiance par rapport aux outils institutionnels et démocratiques qui existent aujourd'hui, du moins dans les pays occidentaux, est-ce que finalement la principale limite, c'est pas tout simplement qu'on utilise Internet juste uniquement pour réalimenter une machine démocratique en essayant de réalimenter des tuyaux, alors même si on ouvre la concertation, on demande plus l'avis aux personnes, mais finalement c'est le même squelette démocratique, le même cadenas qu'on essaye d'alimenter avec un nouvel outil. Est-ce qu'il ne faut pas dépasser ça, finalement, pour que Internet soit un levier pour autre chose, une démocratie peut-être autrement? Je ne sais pas si vous voulez réagir, Raphaël. Je sais que vous, c'est aussi une des ambitions, en tout cas une de vos réflexions, de peut-être reprendre les choses, une remise à plat. Oui, c'est vrai que nous, on n'est pas uniquement un collectif qui agit au niveau de l'information. On a plusieurs objectifs. On en a 4 en fait. Le premier, c'est de réveiller des consciences. Donc effectivement, là, c'est de l'information, de la réinformation, c'est l'éducation populaire. Le deuxième objectif qu'on a, c'est l'unité des citoyens. Parce qu'on considère que certains, parmi nos élites, prennent un malin plaisir à nous diviser pour mieux régner. Donc nous, on essaie de faire un chemin inverse, c'est-à-dire voilà, que les citoyens, au-delà de leur clivage, se parlent à nouveau et débattent et créent du lien. Donc les clivages, hein, je vous invite à lire le chart, elle est assez intéressante à ce niveau-là. Des clivages, il y en a plein, hein, gauche-droite, privé, public, français, étranger, étrangers en règle contre étrangers immigrés, juifs contre musulmans, croyants contre non-croyants, etc., etc. Enfin, les jeunes contre vieux, enfin, la liste, elle est malheureusement, elle est longue. Donc ça, c'est notre deuxième objectif, c'est l'unité des citoyens. Le troisième objectif qu'on a, c'est donc susciter et favoriser les débats sur les alternatives. Encore une fois, par rapport à l'exemple que je prenais des indignés, on n'est pas d'accord avec le système actuel, mais quel autre système veut-on lui substituer? Donc là, on a tous des idées parfois très différentes, mais le plus souvent légèrement différentes. Après, la difficulté, c'est de se réunir en acceptant que les autres citoyens ont des idées différentes, voire parfois opposées aux nôtres. Et c'est pour ça que, voilà, nous, on a l'habitude de ne pas exclure de citoyens du débat. Donc c'est très très mal vu par certains gens d'extrême gauche qui ont le fameux
slogan on ne dialogue pas avec les fachos, etc. Nous, ça peut arriver effectivement qu'on tend le micro au bloc identitaire pour essayer de comprendre. Voilà, on est interpellé par leur démarche, on n'est pas forcément d'accord, mais on ne va pas s'interdire en tant que journaliste, ce serait idiot de leur tendre le micro, quoi. Par contre, c'est vrai qu'il y a une partie des citoyens qui ne comprennent pas et qui nous assimilent aux gens qu'on interviewe parfois. Mais bon, après, ça, c'est dès qu'on a une action publique, forcément, il y a des critiques. Pour en revenir à ce dont vous parliez juste avant, donc le troisième objectif et le quatrième objectif, effectivement, c'est l'instauration d'une constituante, mais d'origine citoyenne. Pas d'origine publique, pas d'initiative publique, pas d'initiative d'un parti politique, ni d'un élu. Parce qu'on considérait que si une constituante advenait... Donc une constituante pourrait écrire, proposer une constitution. Parce que tout le monde ne voit pas exactement ce que c'est. Donc la constitution, c'est le texte fondamental d'un système de loi d'un pays. C'est le premier, et c'est celui qui est censé équilibrer les pouvoirs. Il y a 3 pouvoirs qui sont nommés, exécutif, législatif et judiciaire. Il y en a un quatrième qui n'est pas nommé, qui est aujourd'hui primordial, c'est les médias. Les médias, aujourd'hui, ont largement le pouvoir de faire gagner un candidat si les médias se coordonnent pour le faire. Je ne dis pas qu'ils le font à chaque fois, mais ils ont ce pouvoir-là. C'est un propos que je nuancerais, hein, parce qu'il y a un contre-exemple, effectivement, c'est le référendum de 2005, où là, les médias étaient quand même globalement posés pour la Constitution européenne, et malgré tout, les citoyens ont voté contre. Mais pour ce contre-exemple, il y a d'autres exemples. Il y a un article du Monde qui est sorti suite aux élections de 2012 et qui montre très précisément que les résultats aux élections correspondent exactement, l'ordre en fait, c'est-à-dire François Hollande en tête avec Sarkozy en deuxième, etc. jusqu'au dernier parti, ça correspondait exactement au temps d'antenne à la télé. C'est-à-dire que les candidats qui ont eu le moins de voix sont ceux qui ont eu le moins de temps d'antenne, et ça suivait exactement. Et même pire que ça, c'est-à-dire que au départ, il y avait Bayrou, je crois, qui était au-dessus de Marine Le Pen, et ça correspondait à l'époque dans les médias de la campagne où Bayrou passait plus dans les médias que Marine Le Pen. Et puis à partir du moment où les courbes se sont croisées au niveau des passages télé, les courbes des intentions de vote se sont croisées. Alors je ne dis pas que c'est tout le temps comme ça, encore une fois il y a des contre-exemples, mais les médias... Il y a une corrélation étroite. Voilà. Alors donc vous travaillez sur une constituante, Monsieur Flichy, vous évoquiez des exemples d'Europe du Nord, donc qui avait porté ce regard sur d'autres pays que le nôtre. Est-ce que vous avez le sentiment que justement Internet, via sa capacité à mobiliser largement ou à redonner la voix aux citoyens, peut amener vers ça? Est-ce qu'on peut imaginer que dans les années à venir, un mouvement de fond vers réinventer justement les outils démocratiques largement, avec, tout à l'heure vous évoquiez le terme de panel de citoyens, mais en tout cas de mobiliser largement pour reproposer un schéma démocratique nouveau? Je doute qu'Internet, à lui tout seul, puisse proposer un schéma démocratique nouveau. Je dirais, si vous voulez, la question qui peut se poser dans notre fonctionnement démocratique, c'est la place des partis politiques. C'est face à effectivement la crise des 2 grands partis, l'UMP et le PS, qu'effectivement on peut imaginer d'autres processus peut-être, d'élaboration des programmes. On peut l'imaginer, de là à ce que effectivement ça remplace les partis, ça me paraît aujourd'hui très peu probable. Mais en tout cas, je crois que c'est effectivement une des questions qui est posée, c'est que est-ce qu'il y a d'autres formes d'un débat public et d'élaboration des positions citoyennes face aux organisations classiques des démocraties représentatives depuis un demi-siècle, enfin depuis même le début du XXe siècle, qui est l'organisation sous forme de partis. Donc je dirais, quand on regarde les exemples étrangers, c'est effectivement l'exemple italien. On a un parti qui est sorti de nulle part, qui s'est organisé par Internet et qui a bouleversé le jeu politique italien. Est-ce que c'est provisoire? Pour l'instant, de toute façon, c'est un épiphénomène dans le jeu politique. Est-ce que c'est quelque chose qui durera? Est-ce que d'autres partis de ce type
paraîtront. Bon, les partis qui se réunissent autour de la question d'Internet, que ce soit en Allemagne ou en Suède, sont d'autres exemples. Je dirais que c'est plutôt de ce côté-là. Mais cette idée que, je dirais, comme ça, à la base, les citoyens va complètement réélaborer notre système politique, je suis assez sceptique parce que, je dirais, contrairement au rêve initial d'Internet, Internet ça existe depuis 20 ans, Internet ça démarre dans les années 70, donc ça fait presque 50 ans. Je dirais, dans le rêve initial, effectivement, il y avait l'idée que tous les citoyens pouvaient s'exprimer de la même façon. Mais c'est évidemment pas le cas, puisque l'accès à Internet se passe d'abord à travers des moteurs de recherche, et des moteurs de recherche, forcément, ils classent. Alors, ils classent dans différentes procédures. Ils ne sont pas neutres. Ils ne sont pas neutres. C'est pas si simple, parce que je dirais, justement, la grande force qui a fait que Google l'a emporté, c'est que c'est un algorithme qui, en principe, est indépendant du contenu, puisque c'est lié au nombre de liens. Mais il n'est pas neutre aussi parce que tout le monde essaie de transformer le dispositif pour grimper un cran. Donc il y a un jeu compliqué entre Google et les utilisateurs. Et puis surtout, vous avez d'autres dispositifs, je dirais, si on parle de réseaux sociaux, il est certain que la façon dont sont classées l'information sur les réseaux sociaux ne sont pas identiques à celles du web. Et je dirais l'expression citoyenne, il est quand même plus limité. Sur le web, il faut écrire. Sur Facebook, il suffit de liker, c'est pas exactement la même chose. Donc, je dirais, il faut rentrer un peu dans les procédures, dans les dispositifs, pour voir si effectivement quel rôle peut jouer Internet. Et je pense d'ailleurs que ce serait un débat qui pourrait être intéressant. Comment les uns et les autres sur vos sites, comment vous utilisez Facebook par rapport au web. En tout cas, moi ça m'intéresse. On prévoira, Isadora, prochaine rencontre sur Facebook, sur les réseaux participatifs. Alors avant que Denis Pansu reprenne la parole, si vous avez des questions, il y a un micro qui est à votre disposition normalement, donc vous signalez... je ne connais pas votre prénom. Justine, voilà. N'hésitez pas à émettre une remarque, poser une question aux intervenants. Denis ? Oui, j'avais envie de réagir pour mentionner que pour moi l'Internet ou le numérique, il faut pas le voir de façon monolithique et qu'il y a différentes échelles. Là, on a beaucoup parlé de l'échelle globale, planétaire, mais le numérique permet des pratiques locales, micro-locales ou en circuit fermé qui sont aussi très intéressantes. Je prendrai un exemple qui est aujourd'hui des logiciels qui permettent de construire du texte à plusieurs plumes, donc Etherpad, Framapad, etc., qui sont des petits logiciels sur serveur et qui peuvent être aussi sur serveurs locaux. En tout cas, nous, on travaille avec des équipes qui mettent en place, par exemple, une petite borne qui va émettre en Wi-Fi uniquement dans cette salle et qui va permettre, si vous avez chacun un ordinateur, de vous connecter sur cette page et ensemble, on va pouvoir construire un texte. Bon, ben ça, c'est absolument pas relié à l'ensemble du réseau, mais c'est un apprentissage collectif très intéressant et qui, pour moi, participe d'un comportement, d'une culture de la démocratie. C'est comment on apprend surtout si on travaille à une constituante, des outils comme ça, à mon avis, seraient utiles. Donc il y a cette dimension hyper locale qui est intéressante avec le numérique. Et donc là, on est très loin des algorithmes de Google. D'autre part, je voulais revenir sur la question des partis politiques. Pour moi, un marqueur pour moi évident, c'est comment ça fonctionne à l'intérieur et quelles sont les procédures qui font que ça va être plus ou moins démocratique. Ce qui est assez quand même éclairant aujourd'hui, c'est que on parle de l'UMP et du PS, mais les Verts, c'est absolument pas démocratique comme fonctionnement. Il n'y a pas une gouvernance par le bordel ambiant, je sais pas, mais en tout cas, j'ai eu l'occasion de voir de près comment fonctionne ce parti. C'est tout sauf
démocratique. Il y a eu une tentative avec la coopérative que l'initiée par Cohn-Bendit, ça a été tué dans l'œuf. Le mouvement 5 étoiles en Italie, là aussi, c'est absolument pas démocratique comme fonctionnement interne. Il y a des élus qui se font éjecter, ils ne savent pas pourquoi. Enfin bon. Et en fait, je trouve que c'est très intéressant, et ne parlons même pas du FN, ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'il y a extrêmement peu d'innovation dans le fonctionnement partidaire aujourd'hui. Alors, là, j'ai envie d'aller voir un peu plus en détail ce qui se passe du côté de Nouvelle Donne, parce que peut-être que ça peut être intéressant, mais je me rappelle que l'ancien mouvement de la Route du Rouge, j'étais allé voir, et ça déconnait complètement en termes de logistique. Vous voyez ? Donc, je pense qu'aujourd'hui, et dans ces dispositifs-là, en effet, le numérique, il peut jouer un rôle important à partir du moment où c'est un garant d'une gouvernance démocratique. Hélène Klein. Oui, je voulais réagir un petit peu par rapport justement à la question de l'engagement. Moi, j'y vois plusieurs niveaux, parce qu'un engagement citoyen ou un engagement d'un militant d'un parti politique, justement, ou bien un engagement en étant élu, moi, je pense qu'il y a différentes façons de regarder ces personnes qui finalement sont en quête de ce que pour moi, vous n'avez pas évoqué, qui est la question, la démocratie, c'est au service d'un projet, au service d'un projet. Donc c'est pour ça que j'évoque cette question de l'engagement citoyen, de l'engagement de quelqu'un qui est dans un parti, ou bien quelqu'un qui va prendre un mandat. Donc pour moi, je suis un petit peu sur ma faim par rapport à ce que j'ai entendu. C'est sur cette question du projet, de comment on le défend. J'ai évoqué dans l'introduction les difficultés, la crise politique et un petit peu de l'impasse, enfin de la façon dont les choses se déroulaient. Et moi, ma réflexion, c'est quand même toujours de dire que j'ai un mandat d'élu. C'est-à-dire que moi, je ne me positionne pas comme étant un élu qui va poursuivre une carrière, mais je me considère comme une citoyenne qui s'est engagée parce que justement, elle a un projet politique, un projet social pour une transformation sociale de la société. Et je l'évoquais dans mon propos introductif, c'est pour progresser. C'est pour qu'on arrive à un progrès. L'humanité a besoin de progrès. Donc il me semble que vous n'avez pas... Enfin, moi j'ai pas senti ça comme étant clairement exprimé là dans les interventions des uns et des autres. J'ai envie un petit peu de provoquer, hein, vous avez bien compris. Hein. Et puis troisième, un autre aspect aussi pour provoquer un petit peu, c'est sur le volet dans Internet. Internet, il y a ce côté immédiat. C'est-à-dire que en un clic, je peux donner un avis, etc. Et donc, dans la construction des idées, et justement de ce passage à donc une idée qu'on souhaite développer et voire partager, moi, je voudrais un petit peu voir comment, dans l'échelle du temps, vous situez cet outil, donc Internet, ce volet donc de l'immédiateté de l'expression, mais aussi j'ai entendu des choses sur la construction d'un débat, sur du long terme, etc. Donc voilà, c'était une question que je souhaitais poser. Alors, Blandine, juste... Bah, je fais un petit retour et puis on va ensuite retourner dans la salle. Blandine, justement sur cette question, vous, c'est un constat que vous avez fait, vous commenciez à l'évoquer tout à l'heure, où en fait sur Internet on est dans un engagement qui peut être virtuel à la fois par le réseau, mais aussi par justement je clique, je like, et puis on repart, donc et la déconnexion par rapport au terrain et à l'agir vrai dans le réel. Oui, la contribution que je voulais apporter s'inscrit bien dans différents points que vous avez abordés là. D'abord sur la question du projet, c'est un positionnement qui est assez défendu. Alors, je vais parler des expérimentations qu'on a menées dans le cadre de notre projet de site Démocratie Durable qui est toujours en cours. Démocratie Durable s'annonce comme une plateforme participative pour une transition écologique et solidaire. On peut difficilement s'extraire de
de la liberté qui entoure Internet, ou du moins de la liberté imaginée qui entoure Internet. Et on peut difficilement... Enfin, Internet véhicule beaucoup de valeurs, d'ouverture. On pense que sur Internet, on peut tout dire, tout exprimer, et la censure y est radicalement tabou. Dans le cadre de démocratie durable, si on ne peut pas, si on ne modère pas les projets ou les contributions qui sont apportées, on a clairement ce positionnement en faveur d'une transition écologique et solidaire qui oriente les contributions des participants, et on voit que la configuration de l'outil Internet, donc je parle du projet qu'on a mené là, et je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve dans énormément de projets, la configuration de l'outil Internet oriente la contribution d'un participant d'une manière ou d'une autre. Très concrètement, si je prends l'exemple de démocratie durable, c'est une plateforme qui investit le champ du développement durable, pour le dire ainsi, même si c'est un terme qui peut être discuté par pas mal de personnes. D'autres plateformes existent, se développent récemment, qui permettent à un citoyen de proposer une mesure publique et de la confronter aux élus, qui se veulent larges, enfin, ces plateformes se veulent investir tous les champs. Là, le parti qui est pris sur démocratie durable est celle du développement durable. Et une personne qui arriverait avec une proposition qui n'entre pas dans telle ou telle thématique trouverait difficilement sa place. Donc ça, c'était une première chose. Sur les questions de la mesure entre l'expérimental et la possibilité de généraliser et de donner une portée plus grande, qui rejoint selon moi ce que disait Denis Pensu sur l'intérêt que peuvent avoir des initiatives locales ou hyper locales. En effet, je pense que si Internet donne cette idée qu'on peut généraliser, créer une espèce de village-monde où tout le monde participerait sur les mêmes questions, sur les mêmes thématiques, c'est pas forcément souhaitable. Quand on voit un porteur de projet qui porte son projet sur Internet, qui le poste et qui cherche à le construire, l'intérêt de ce porteur de projet, c'est que son projet se concrétise et qu'il apporte des choses concrètement aux personnes qui l'entourent, enfin à lui et aux personnes qui l'entourent, et éventuellement à des personnes qui sont ailleurs. Je pense que la plupart des gens n'iront pas cet objectif-là. Mais sa première préoccupation, c'est de porter un projet qui permettrait le développement de sa communauté. Et à ce titre-là, les expérimentations qu'on a pu mener nous ont amené à nous interroger, comme je disais tout à l'heure, sur la manière dont Internet peut répondre aux besoins concrets et opérationnels qui se portent aux porteurs de projets. Être un citoyen actif, c'est certes s'informer, réfléchir et voilà, développer une réflexion, donner un sens à son projet, mais c'est aussi tout bêtement le mettre en œuvre et faire en sorte qu'il ait un impact, et pas qu'il ait un impact dans 200 ans, qu'il ait un impact demain et qu'on voit le résultat d'ici la fin de sa vie. Et ça, c'est une grosse problématique, parce que toutes les personnes qui portent des projets, qui ont porté des projets sur démocratie durable, toutes les personnes, j'exagère un peu, mais nous ont interpellés sur ce que ça avait pu leur apporter en matière de réflexion, de construction de projets. Ça, c'était quelque chose qui était absolument pas nié, mais sur leurs besoins, à un moment donné, de répondre à des besoins concrets. Comment je mobilise les gens autour de moi, autour de mon projet, comment je mobilise les décideurs qui sont, qui habitent à côté de chez moi mais qui m'entendent pas, et comment j'obtiens des financements, comment j'obtiens des moyens matériels pour le mettre en œuvre, des moyens techniques, etc. Et voilà, il y a toute une réflexion à mener, surtout aujourd'hui où on voit que les outils numériques se développent autour de fins très utilitaires aussi. Dans les années 2000, on avait des outils Internet qui avaient une dimension délibérative, informationnelle très forte, qui existe toujours aujourd'hui. Mais ce qui se développe aujourd'hui, c'est les outils numériques qui répondent à un besoin précis et qui sont de véritables outils au service des porteurs de projets et des porteurs d'idées. Et c'est cette articulation-là, je pense, qui a travaillé au niveau du terrain sur comment on peut utiliser Internet pour concrètement apporter des éléments. Et c'est d'ailleurs, on voit l'émergence de réseaux sociaux qui se localisent à l'échelle d'un quartier, de ville, pour justement être dans le plus opérationnel, faire ce lien entre le virtuel et le concret du projet participatif ou autre. Tout ce qu'on voit autour de l'économie du partage, notamment, on est dans ces logiques-là. Et un tout petit point
pour terminer, un des bilans qu'on a tiré des expérimentations qu'on a menées aujourd'hui, parce que je l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais donc c'est un site qui a vocation à être francophone, et on mène beaucoup d'expérimentations dans la région Rhône-Alpes, mais on mène aussi des expérimentations au Sénégal, Burkina Faso et Tunisie. Et un des bilans de ces expérimentations-là sont une demande très forte de territorialisation des contributions, qui permet à chacun, certes éventuellement, qui permet à un Burkinabé, certes, de contribuer, s'il le souhaite, à la contribution d'un inscrit, d'un membre français, mais qui permet surtout à un Burkinabé d'aller chercher, d'aller voir ce qui se passe autour de chez lui, et de contribuer à partir de ses savoirs à lui. Monsieur Flichy évoquait la manière dont Internet peut changer le rapport entre les experts et les citoyens, et permettre aux citoyens d'avoir une certaine légitimité dans le débat. Il y a une demande très forte de territorialisation qui répond aussi au fait que un Burkinabé ne se sent pas forcément légitime à contribuer à un projet qui a vocation à s'inscrire dans le contexte français, et vice-versa. Je crois qu'il y avait une autre remarque, oui. Bonjour à tous, je m'appelle Benjamin, je suis membre du Conseil consultatif de développement de la CREA et étudiant en droit. Donc, par rapport à la question, alors déjà je vous prie de m'excuser, je suis arrivé un petit peu en retard, donc il y a peut-être des choses qui ont été dites avant que j'arrive, mais en tout cas, pour moi, en tant que jeune étudiant, Internet, oui, c'est un nouvel outil qui permet de me faire évoluer dans mon exercice de la démocratie. J'en veux pour preuve qu'aujourd'hui, les instances comme le Sénat ont un site internet qui est très bien structuré, qui permet de suivre le débat démocratique, de suivre le débat parlementaire et la construction du projet de loi, quitte à voir les différentes versions des textes qui sont déposés en première, deuxième lecture et ainsi de suite. Je pense aussi à la chaîne publique LCPAN, qui certes c'est pas internet mais c'est télévision numérique, et puis bon, mine de rien, il y a aussi l'accès par internet à cette chaîne de télévision. Internet, ça nous permet aussi de réagir au débat public et au débat politique, soit via des blogs, soit via les réseaux sociaux qui ont été cités tout à l'heure. Enfin, je pense à tous les tweets ou retweets qu'on peut avoir quand il y a une absurdité qui est sortie par un parlementaire, ou alors une très bonne idée, hein, on ne va pas prendre que les mauvais côtés, mais voilà, ça peut arriver aussi. Et puis, il existe des initiatives qui permettent de contribuer directement au travail d'élaboration d'une proposition de loi. Je pense aussi Parlement et Citoyens, qui est une initiative qui aujourd'hui a 6 contributions à son actif, donc une loi qui a été promulguée, qui est la loi sur l'interdiction de l'usage des pesticides pour un usage non agricole, qui a été travaillée, préparée avec des contributeurs citoyens sur un député qui propose son projet de proposition de loi, et derrière chacun explique pourquoi il est d'accord, pourquoi il n'est pas d'accord, ce qu'il faudrait mettre à la place, ainsi de suite. Et ça, je trouve que typiquement, c'est une sorte d'initiative qui va dans le bon sens d'une démocratie épanouie. Cependant, quand on regarde un peu, aujourd'hui, je suis allé voir tout à l'heure, ils ont 5 ou 6 000 contributeurs citoyens sur une population de 60 millions de Français. Je suis allé faire un tour aussi sur vos sites internet, pour ceux qui en ont un, on ne dépasse jamais les 10 000. Donc aujourd'hui, je pense que ce sont de très très bonnes initiatives, mais que malheureusement, il faut qu'il y ait une impulsion, il faut qu'on passe à une seconde étape. Aujourd'hui, pour moi, Internet, c'est un outil de communication qui permet du coup de faire la promotion. On voit les campagnes municipales, les campagnes européennes, les campagnes nationales, tout se fait aujourd'hui. Enfin, aucune qui cherche vraiment à gagner ne se fait sans l'outil Internet, sans l'outil réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, c'est un outil incontournable pour ceux qui se présentent à un mandat d'élu, et je réagis par rapport à ce que a dit Madame Klein tout à l'heure, mais à tous ceux qui se présentent, c'est un outil indispensable. Maintenant, est-ce qu'on peut en faire autre chose qu'un canal de communication pour en faire un vrai outil pour construire une démocratie épanouie? Ça, c'est un peu la question. Maintenant, la limite, c'est est-ce qu'en face de l'écran d'Internet ou de son smartphone, il ne faut pas aussi des citoyens? Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus de communication civique. Quand on regarde les jeunes qui vont sur Internet, ils vont... Enfin, j'en fais partie, je passe le plus clair de mon temps sur Facebook, même si je vais quand même regarder le site du Sénat ou des choses comme ça. Mais est-ce qu'aujourd'hui, en fait, voilà, il n'y a pas aussi un souci plus global et qui dépasse le cadre d'Internet, c'est est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas en manque de citoyens ou de citoyenneté? Alors après, il y a des initiatives qui existent, il y en a un autre exemple, je crois, pour la deuxième partie de la table ronde. Mais voilà, donc question, est-ce qu'il n'y en manque pas de citoyens, en fait, en France? À votre avis, vous, messieurs les experts? Je pense que ça fera une très belle transition d'ailleurs pour la seconde table ronde, parce que justement on reviendra, parce que c'est vrai que là on s'est concentré sur un outil, et on reviendra tout à l'heure peut-être à la problématique de fond, et peut-être que vous voulez réagir. Monsieur Flichy.
je ne sais pas si on manque de citoyens. Je crois que la procédure que vous avez indiquée sur le du Sénat est tout à fait intéressante, sauf qu'il manque un élément central dans la procédure d'élaboration de la loi, qui sont la réalisation des textes réglementaires par la suite. À ma connaissance, ces sites n'indiquent pas si les textes réglementaires ont bien été réalisés, absolument. Or, finalement, on sait bien que c'est un des grands problèmes de la loi en France, c'est qu'on vote des lois sans décret. Régulièrement, sans décret, et que ces lois ne servent à rien. Donc, si vous voulez, l'un des problèmes, c'est que les élus, que ce soit au niveau national ou au niveau local, acceptent d'organiser un débat de suivi. Parce que c'est là que probablement pour le citoyen c'est le plus intéressant. Parce que les expériences de démocratie participative sur le net, il y en a eu quand même un certain nombre. Il y en a eu réalisées au niveau européen, dont les résultats sont catastrophiques. Les tentatives de démocratie participative européenne, finalement, ont été, ce à quoi on pouvait s'attendre, ont été en quelque sorte squattés par des groupes d'opinion très minoritaires qui ont évidemment utilisé ce canal pour se faire connaître. Bon, par exemple, pour prendre une lutte qui ne me paraît pas centrale, qui est l'abolition de la corrida. Et évidemment, les abolitionnistes de la corrida ont réussi à mobiliser les bancs et l'arrière-ban de toutes les associations anti-corrida pour essayer de faire passer leur projet. Donc, si vous voulez, je pense que l'idée de dire le citoyen va aider à constituer la loi, oui, pourquoi pas. Il y a eu une expérience intéressante du Parlement britannique il y a quelques années, qui était, avant même qu'on élabore un projet de loi, il y avait des forums qui étaient constitués. Il y en a eu, par exemple, un tout à fait passionnant sur la question des femmes battues. Donc là, l'idée c'était de donner la parole à des citoyennes dans une situation de grande détresse qui ne s'expriment jamais dans les rapports avec les élus et qui ont donné leur témoignage. Mais je dirais, il faut trouver le moment qui est plutôt probablement très en amont et qui est plutôt dans le suivi de la loi par la suite. Alors finalement, Denis Pansu, on revient un peu au concept ou à l'expression de démocratie continue qui serait nécessaire pour un peu continuer sur ces propos. Alors, Denis Pansu, je vous propose un dernier mot pour conclure cette table ronde. Gardez vos questions puisque avec la seconde, on va reposer un certain nombre d'enjeux qui ont été introduits par monsieur. En guise de conclusion, par rapport à ce que vous disiez, madame, sur justement la question de l'engagement et du parcours de l'élu qui est au départ un citoyen, je pense qu'il y a matière aujourd'hui à construire, il faut construire une nouvelle dialectique. C'est que l'élu, c'est quand même le représentant aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est le maître de la dialectique dans l'espace public. Et quand on y réfléchit, finalement, ces formes d'expression et de construction de sa pensée, de son projet politique, on parle de la 6e République, mais pour moi c'est encore très empreint de 3e République. Et donc cette dialectique, justement, elle doit intégrer une relation beaucoup plus intensive d'aller-retour avec le citoyen. Parlement et citoyen, c'est une nouvelle forme, c'est le tout début, donc on ne peut pas... faut laisser le temps de mûrir. Et comment, dans ce cas-là, le réseau numérique est le support justement de ces relations multiples et beaucoup plus intensives avec le citoyen, que ce soit dans de la relation directe ou dans de la communication très interactive dans le présent, ou de la relation asynchrone. Parce que je rappellerai que quand même le premier progrès de l'Internet, ça a commencé avec les newsgroups, avec l'email. Et là, on était dans de l'asynchrone, donc ça permettait de prendre le temps de réfléchir, de répondre, et c'était pas la prime à celui qui parlait le dernier ou le plus fort. Donc je pense qu'aujourd'hui, en effet, l'élu, le représentant, il doit s'approprier ces technologies. Il ne s'agit pas que ce soit un expert en technologie, mais qu'il s'allie ces experts-là pour construire une relation beaucoup plus riche et interactive avec les citoyens. Raphaël, en une phrase. Une phrase, ça va être très difficile, mais je voulais juste dire, par rapport au temps réel, sur Facebook, les clics immédiats et les temps longs, il y a quand même les forums qui permettent des débats de haute volée.
Il y a des vidéoconférences, alors ça m'est arrivé de filmer des conférences comme ici où il y avait 30 personnes dans la salle, et puis après derrière ça fait 5 000, 10 000 vues sur internet, donc c'est loin d'être inutile. Et ça se fait avec le temps. Aussi il y a l'exemple des blogs pour l'opposition dans les conseillers municipaux. Il y a de plus en plus de petites et moyennes communes qui se dotent de blogs, et ça anime la vie publique locale, donc c'est loin d'être négligeable. Donc internet pour moi ça reste quand même un lieu d'espace d'expression citoyenne sans équivalent par rapport à ce qui existait auparavant. Donc 10 000, sur le chiffre de 10 000 qui a été sorti tout à l'heure, c'est une audience qui peut paraître petite. Il faut savoir qu'un article du Monde, il est partagé des fois quelques dizaines de fois, quelques centaines de fois. Des plus gros articles du Monde sont partagés 10 000 fois, 50 000 fois. On arrive, nous, humblement, à faire ce genre de chiffres en nombre d'articles partagés sur les réseaux sociaux. Donc je ne pense pas que notre action soit complètement sans effet. Je voulais revenir sur le 2005, ce qui a quand même été le point de départ de beaucoup d'engagements citoyens, de personnes du troisième âge, du second âge, etc., de très jeunes, parce que beaucoup l'ont ressenti comme un viol de la démocratie. C'est-à-dire que les citoyens avaient voté, à tort ou à raison, on ne va pas refaire le débat, mais en tout cas ils ont voté. Une des rares fois où on demande notre avis en tant que citoyen, là on s'est exprimé, et 2 ans plus tard, donc Sarkozy, comme vous le savez tous, s'est assis sur ce... Donc ça a été ressenti comme un viol par beaucoup de gens, et y compris par moi, y compris par André Bellon, qui a fondé l'association Constituante, qui est un ancien député également PS. Il y a énormément de gens qui ont commencé leur lutte suite à ce déni de démocratie. Et enfin, donc je voulais terminer là-dessus. Donc pour moi, Internet, ça permet ce qui est en train de naître, c'est-à-dire un véritable lobby citoyen qui faisait défaut dans cette démocratie. Ben, merci beaucoup à vous 4 pour ces 2 premiers échanges. Alors, forcément, on est frustré parce qu'on ne peut pas rentrer dans les détails, mais ça permet de poser des jalons de la réflexion. Merci Denis Pansu, Raphaël Berland, Merci.